Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, Canal 2 Info. Une actualité dominée ce matin par la nécrologie au Bénin avec le décès de Mathieu Kérékou, l'ex-dictateur marxiste devenu démocrate du côté du Bénin. Nous parlons également des États-Unis avec Barack Obama qui a décidé d'envoyer 300 soldats américains pour aider le Cameroun à pousser jusqu'à ces derniers retranchements d'un secte islamiste et radical Boko Haram. Nous parlons également du Burkina Faso avec la date du 29 novembre qui a été confirmée au terme du conseil ministériel d'hier. C'est dit que les élections générales auront bel et bien le 29 novembre du côté du Burkina Faso. Nous ouvrons notre page spéciale consacrée à la présidentielle avec la Côte d'Ivoire et le plan de relance de ce pays, bien évidemment rendu public par Charles Konan Banny. Voilà pour ce qui est donc des grandes articulations et matériels d'information. Madame, Monsieur, merci de rester tout fidèle au programme. Et en quelques instants, le développement. Retour sur le plateau de la matinale de l'information ce matin. Alors, pour parler de l'économie, on va commencer par l'économie ce matin, l'économie sociale avec Serge Bondier. Bonjour. Bonjour Louis Roger Nodin, madame, monsieur, merci d'être sur Canal 2 Info. Voilà. Et la première partie de l'économie, parce qu'on aura également une page assez abondante ce matin. Alors, Serge Bondier, l'actualité ce matin, pour nos téléspectateurs, c'est cet argent. Ce montant que vous allez dévoiler dans quelques secondes. Et c'est attribué à qui? 1,6 milliard. 1,6 milliard de francs CFA, c'est un montant assez conséquent, celui qui a été mis en place par les pouvoirs publics du Cameroun pour accompagner la PME, pour accompagner la petite entreprise dans notre pays. On sait qu'en quelques années d'existence, le gouvernement a quand même pris à bras le corps le problème des ressources dans le cadre de l'agriculture et surtout l'accompagnement des petits commerçants de part et d'autre. En 4 ans, de subventions, pratiquement 1,6 milliard ont été mis en route pour les projets. D'ailleurs, le ministre en charge des PME, à l'occasion donc de cette journée nationale de l'économie sociale, en parle abondamment pour dire qu'effectivement, derrière cet argent qui est mis en place, la volonté réelle des pouvoirs publics d'accompagner les agriculteurs, d'accompagner beaucoup plus la petite économie qui pourrait être une véritable source d'émergence si cette PME est véritablement encadrée. On parle de réelles infrastructures d'accompagnement à travers une imposition des uns et des autres sur le plan de la régulation et même de l'accompagnement à travers un strict respect des règles édictées par les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'économie, des moyennes entreprises et bien d'autres qui doivent véritablement s'engager pour être aux côtés et même de ces PME camerounaises-là. On a donc une réaction du ministre donc, de l'économie, le professeur Laurent-Serge Etoudingwa, qui demande une meilleure structuration, ce qui rejoint l'assentiment des pouvoirs publics depuis quelques temps avec la création même de la banque des PME, le cas d'ailleurs une sortie encore reconnue ces derniers temps de la Camerounaise des PME et son président Anselme Kemva qui prennent à bras le corps le problème des PME en disant qu'au-delà de ce qui peut être mis en place, mais il y a la problématique du financement de ces PME-là. Donc une PME qui est plus efficace, plus rentable, mais qui est accompagnée si jamais les projets qui sont mis en place ne sont pas subventionnés ou alors les responsables de ces PME ne sont pas accompagnés dans le cadre de la gestion même de ces problèmes-là, il y aura forcément d'autres difficultés qui mettront à mal l'existence de la PME au Cameroun. Alors, c'était un appui significatif à cette petite et moyenne entreprise qui a du mal, bien évidemment, à se structurer et à pouvoir se frayer un chemin sur ce vaste tissu économique et face, bien évidemment, à la concurrence. Et, Serge, on peut dire quand même que c'est pas mal, c'est déjà quelque chose, mais il y a encore des efforts qu'il faudrait fournir davantage pour que cette petite et moyenne entreprise puisse véritablement être compétitive. Des efforts sont effectivement à mettre en place, mais des efforts qui passent par la bonne moralité de ces promoteurs des PME, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup, dès lors qu'ils sont alors rattrapés par une gestion indélicate, ils ont l'occasion de changer. Je prends le cas d'une décision très importante qui vient d'être prise par le ministre en charge donc, des marchés publics au Cameroun. Il a décidé de rayer
146 entreprises. Donc 146 entreprises qui ne sont plus éligibles donc, au marché public dans notre pays, le Cameroun. D'ailleurs, la liste est disponible auprès de ces services. Mais ce qu'on retrouve tout de suite, d'ailleurs, l'opinion publique se pose bien la question de savoir comment est-ce qu'on en arrive à ce point alors que ces marchés ont reçu les subventions, beaucoup n'ont même pas été achevés. Pourquoi il n'y a pas des éventuelles poursuites à l'endroit des personnes qui sont concernées par ces marchés-là? C'est la première question. Et maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les mêmes promoteurs de ces entreprises qui soumissionnaient les marchés auprès du ministère des Marchés publics et appartiennent la plupart aux PME ne pourraient pas être rattrapés? Est-ce qu'ils ne vont pas changer de dénomination par la suite? On a bien peur qu'une entreprise qui existait avant, qui n'est plus éligible, puisse un temps soit peu changer de nom et venir encore soumissionner les mêmes marchés publics. Donc, une vigilance plus accrue est indiquée à ce moment. C'est le cas également pour la Banque des PME. C'est quand même un fonds de 10 milliards de francs CFA qui n'est pas rien, mais une vigilance à tous les niveaux s'impose pour que la PME camerounaise constitue quand même 95%, voire plus, donc de l'échiquier des entreprises au Cameroun, même si le problème de financement à la base n'est pas encore pour autant observé de manière littérale. On pense quand même qu'il faut garder de l'espoir parce qu'à la finalité, ce sera la question sera de résoudre la proposition de la PME au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle apporte comme véritable, comme valeur? Qu'est-ce que le Cameroun vend vers l'étranger à travers sa PME? Merci Serge Bondier pour ces quelques informations. Ça est bien évidemment de ces 1,6 milliard de francs CFA débloqués par le ministère de la petite et moyenne entreprise, de l'économie sociale et de l'artisanat avec le professeur Laurent Serge Etundigwa. Merci d'être venu et surtout très bonne journée. Bonne journée à vous. Et nous allons tout de suite, avant de revenir à la seconde phase, le deuxième pan de ce dossier consacré à notre économie, parler de l'actualité sur le plan continental. Alors, Elie Smith, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, nous ouvrons rapidement cette page consacrée à l'information africaine avec le décès de Mathieu Kérékou, qui fut le président du Bénin pendant pratiquement une trentaine d'années. Certains l'ont qualifié à un moment donné d'un dictateur qui s'est mué en un démocrate. Alors, vous l'avez connu certainement, Mathieu Kérékou? Si, je l'ai connu et puis je l'ai vu au Bénin en 98. Bon, ce qui m'a surpris, c'est la mutation qu'il a subie du marxisme à la démocratie. Ça veut dire quelque part, les gens peuvent changer. Et aujourd'hui, si le Bénin est devenu l'un des pays rares en Afrique francophone et aussi en Afrique, parce que dans le monde francophone, vous devez savoir que c'est là où il y a une difficulté en Afrique pour la progression démocratique. C'est grâce à un homme, c'est grâce à Mathieu Kérékou. Voilà. Et aujourd'hui, Yahi Boni a rendu un vibrant hommage à ce bâtisseur en décrétant quand même presque une semaine de deuil national. C'est beaucoup, c'est peu? Non, c'est déjà quelque chose. C'est un symbole? C'est déjà un symbole. Vous savez, l'autre jour, ça n'a rien peut-être à voir avec ce qu'on va parler. Vous savez, on a eu une discussion ici à l'extérieur en concernant les héros, les gens qui ont eu à faire quelque chose dans un pays. Nous avions parlé de M. Pius Njawé, en scène de journalisme au Cameroun, de Frundi et les autres, de Mme Harriet Ekwe. Vous savez, il faudra qu'on commence à avoir le respect en Afrique et dans tous les pays, des gens qui ont eu un sens de sacrifice un moment dans leur vie. Et rendre hommage à quelqu'un comme Mathieu Kérékou une semaine, c'est déjà quelque chose et il faut soutenir cette approche et féliciter le président Boni Yahi d'avoir fait. Et que nous aussi, il faudra que nous ayons aussi le courage et l'humilité. Comme il y a un journaliste ici, parce qu'il faut le rendre hommage, je ne le connais pas, la première fois que je l'avais vu, Ruben Malik, qui reconnaît ce que le monsieur Pius Njawé a fait pour la presse, les Frundi et les autres et Henriette Ekwe. Donc nous devions être contents et je suis très content de ce que Boni Yahi a fait en ce qui concerne Mathieu Kérékou. C'est un grand homme qui rend honneur à l'Afrique et qui fait que les Africains soient respectés aujourd'hui dans le monde. Il est mort donc à l'âge de 82 ans. Il est décédé hier, mercredi 14 octobre. Alors Patrick Kessandro, bonjour. Bonjour Louis Noger, bonjour à Smith et bonjour à nos téléspectateurs. Alors vous avez été également informé de ce décès, comme tout le monde, de cet ancien chef d'État du Bénin qui a tiré donc sa révérence. Pour vous, ce fut un exemple, ou alors, comme les gens le font savoir, c'était un dictateur, même s'il a changé au fil du temps. Ben écoutez, il faut louer, comme le disait Smith, le courage
et le sacrifice qui a marqué à un moment donné la vie de Mathieu Kérékou. Vous savez, jeune officier, quand il arrive au pouvoir dans les années 70 à la suite d'un coup d'État, on est dans une période post-indépendance où il y avait quand même ce grand conflit entre le bloc Ouest et Est. Et finalement, la position des pays opprimés de l'Afrique, les anciennes colonies, était un peu plus se penchant vers le marxisme. On a eu la Guinée, on a eu le Bénin, on a eu le Congo-Brazzaville qui était socialiste. On a eu pas mal de pays comme ça qui ont finalement eu à pencher vers le socialisme. Mais Mathieu Kérékou a tenu le Bénin, alors le Dahomey à l'époque, de main de maître. Vous vous rendez compte que voilà un pays qui avait pratiquement 3 présidents, avec une absence d'autorité, et ça a été la raison fondamentale de son coup d'État en ce moment-là. Il a tenu le Dahomey, qu'il a proclamé République populaire du Bénin en 1975, et vous voyez, Mathieu Kérékou reste parmi les leaders africains qui ont été toujours en avant-garde d'un certain nombre de situations. La première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un des rares qui a su résister à une invasion tentée de l'extérieur en termes de coup d'État, quand on sait comment Bob Denard faisait pratiquement l'appui et le beau temps, et que le régime de Kérékou a résisté en 1977 à une tentative de renversement diligentée par la France, enfin, le mercenaire français Bob Denard. Et ça, c'était une première. Et puis, Kérékou a tenu finalement le Bénin qu'il a proclamé comme étant République populaire de main de maître jusqu'aux années 90, la veille. Vous savez, la crise économique a frappé, que ce soit l'Afrique, le Bénin était en plein. Et c'est à ce niveau qu'il faut louer le courage de cet homme. Parce qu'il a pris son courage avant le fameux discours de la Bolle, où on dit que Mitterrand avait finalement mis devant les faits accomplis et obligé les pays africains à se pencher vers la démocratie. Mais lui, il a compris. Il a senti que le vent allait changer. Et dès 1989, il pensait déjà à ça. Et le Bénin reste le premier pays africain qui, sous Kérékou, a ouvert la voie aux conférences nationales. Et cette conférence nationale, finalement, a permis à Kérékou de se réconcilier avec son peuple. C'est vrai, dans la foulée, en 1991, il a perdu l'élection contre Nicéphore Soglo. Ça lui a fallu 5 ans de retrait. Mais après ces 5 années, il est revenu. Il a battu le même Soglo et il a été reconduit pour un nouveau mandat. N'eût été la limite d'âge, il aurait été encore le président du Bénin. Il s'est retiré aux alentours de 76 ans de la vie publique, suite à la limitation constitutionnelle de l'âge. Mais voilà un monsieur qui est resté ancré dans la mémoire des Béninois. Et aujourd'hui, que Yahi Boni lui accorde 1 semaine d'hommage, c'est parce qu'il est considéré comme étant le père de l'avènement de la démocratie au Bénin. Et certainement que cet avènement de la démocratie a inspiré beaucoup d'autres pays en Afrique. C'est pour ça qu'on dit du Bénin aujourd'hui qu'il est un exemple de démocratie en Afrique. 15 octobre 1987, 15 octobre 2015, ça fait quand même pratiquement plus de 27 ans que Thomas Sankara est tombé sous les balles, bien évidemment, de son proche à la personne de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso commémore l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Alors voilà encore un autre grand homme qui a inspiré des générations et qui aujourd'hui mérite encore l'hommage de la nation et même du continent. Exactement, exactement, parce qu'aujourd'hui, nous manquons cet esprit de sacrifice. C'est à cause de M. Thomas Sankara que le Burkina Faso est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous avons vu l'esprit sankariste qui a mis échec au coup d'État et aussi à la longévité du pouvoir de M. Blaise Compaoré, qui n'est que celui qui lui a fait, qui a fait qu'il tombe. Moi, je me rappelle, quand on avait informé Thomas Sankara qu'il serait exécuté ou qu'il serait tué par son ami, il avait dit ceci. Il était très idéaliste, qu'il peut être plus fort que moi aujourd'hui sur terre, mais au ciel, il ne serait pas fort que moi. Donc, je pense que peut-être, il disait ça en sachant l'esprit qu'il a sémé dans l'esprit des peuples burkinabés. Et c'est un esprit que nous aussi, des autres pays africains, on doit comprendre. Mettre échec aux chefs d'État africains qui restent longuement au pouvoir, qui violent avec impunité la constitution qu'eux-mêmes ont créée. Donc moi, je rends hommage à cet homme et c'est une race des Africains qu'on n'en trouve plus et qu'on veut qu'il puisse émerger. Alors Thomas Sankara, dont le rapport d'autopsie a été rendu public, l'on nous fait savoir qu'il a été criblé de plusieurs balles. Est-ce qu'un homme de la dimension de Thomas Sankara avait vraiment besoin de subir
cette atrocité par ses proches? Vous savez, la soif et l'appétit du pouvoir peut parfois mener des personnalités et des groupuscules à des actes imaginables. Quand on peut se retracer un peu la figure des balles qui ont criblé Thomas Sankara, tel que cela est finalement dévoilé par le rapport balistique, jusqu'aux aisselles, il va sans dire que voilà une personne qui avait carrément levé ses bras. Si on s'en tient à ce rapport balistique, il a certainement levé ses bras pour démontrer qu'il était désarmé, mais cela n'a pas empêché qu'il soit criblé de balles partout. Et finalement, on se demande pourquoi une telle violence. Mais dès qu'on a fini de se poser cette question-là, on se dit, il va du grand destin que finalement la nature et même la création avaient prévu pour Sankara. Sankara, lorsque Smith le disait, il a bien et bien avoué, sachant qu'il y avait un complot contre lui, qu'il fallait qu'il meure pour que le Burkina Faso soit devant. Il s'est posé en sacrifice pour son peuple. Il a voulu que ce soit son sang en lieu et place du sang des Burkinabés. Et aujourd'hui, cet esprit de Thomas Sankara est plus fort que jamais. Et on le voit dans la manifestation de l'intégrité de ce peuple, le pays des hommes intègres. Vous voyez, c'est Sankara qui a voulu que ce pays devienne le Burkina Faso. De la Haute-Volta au Burkina Faso, c'était un projet, certes révolutionnaire, mais qui transcende les époques. Et l'esprit Sankara, certainement, va continuer à faire valoir sa présence au Burkina Faso et en Afrique. Vivement que d'autres leaders comme Sankara ou Mathieu Kérékou nous reviennent en Afrique. Nous allons parler à présent du Rwanda avec ce projet de modification de la Constitution qui, appuyant sur eux, les députés ont d'ailleurs validé les grands traits de ce projet qui permettra bien évidemment encore à Paul Kagame de briguer un autre mandat et pourquoi pas de mourir au pouvoir. Et alors ça fait sourire Elie Smith. Voilà encore un chef d'État qui, à travers le Parlement, voudrait modifier l'article 101 de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Est-ce que pour vous, je sais déjà que c'est une idée, c'est une option que vous n'approuvez pas. Alors, mais voilà que tous les jours, les chefs d'État veulent tout modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est malheureux, c'est un recul, mais aussi à leur décharge, c'est les conseillers qui sont autour d'eux, qui se disent des intellectuels. Je crois que nous avions discuté ça une fois ici. Si vous êtes intellectuel, il faudra être capable de produire des procédés ou des constitutions originales qui sont purement africains, qui seraient incontestables. J'ai donné l'exemple du Cameroun. Si vous allez au pays Bamileke, dans ce qu'on appelle le Grassfield, vous allez voir, il y a la royauté là-bas, que beaucoup de gens viennent de l'extérieur et ils en admirent. Aucun intellectuel camerounais ou africain n'est jamais sorti avec ça. Par exemple, si vous êtes au Congo, dans le pays Bateke, je n'ai jamais vu un intellectuel de là-bas sortir avec quelque chose d'original. Si on était capable de sortir de quelque chose d'original inventé par nous, personne ne devait toucher. Je vous ai parlé, il y a l'exemple de la Thaïlande. Le roi Thaï est là, ça fait 67 ans qu'il est. C'est l'un des plus vieux monarques du monde. Mais personne ne conteste parce que c'est original, c'est Thaï. On n'est pas capable. En ce qui concerne le Rwanda, j'ai dit une fois de plus, c'est un grand prison parce que 80% des Rwandais, à cause du génocide de 1994, personne ne peut rien dire à Paul Kagame. C'est bien vrai. Il a changé le Rwanda. La croissance économique est parmi les meilleures en Afrique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Paul Kagame doit rester au pouvoir. Et en plus, lui, il veut rester au pouvoir, mais il veut chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir du Burundi. Ce n'est pas normal. Il faudra que les chefs d'État comme Paul Kagame, Pierre Nkurunziza du Burundi, Denis Sassou Nguesso, doivent quand même réfléchir. Regardez ce que Mathieu Kérékou a fait. Regardez ce que M. Thomas Sankara a fait. On ne sait pas s'il était vivant, s'il devait accepter la démocratie, mais je pense qu'on doit copier des bonnes choses. Donc je pense que le Rwanda, c'est l'injustice qui se fait et aucune personne qui est honnête intellectuellement ne peut accepter ce que Paul Kagame est en train de faire parce que ce n'est pas une assemblée nationale libre. Tous les gens qui sont là-bas sont à la coupe de Paul Kagame. C'est un dictateur, il faut le dire, et on ne doit pas accepter que ça continue parce que ça ternit l'image, parce que pendant que d'autres parties de l'Afrique progressent, c'est toujours les mauvaises choses qu'on voit. On dit que le train qui n'arrive pas à l'heure, c'est ça qu'on en parle. Mais ça ne m'étonne pas, parce que quand tu vois le livre que Paul Kagame lit,
il lit le livre d'un certain Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, c'est le père de l'indépendance de Singapour. Donc, voilà un peu ce que ça donne, mais ce n'est pas bon, ça n'augure pas bien pour l'Afrique et pour la sous-région de l'Afrique centrale. Patrick Christian d'abord, un avis contraire? Peut-être pas un avis contraire, mais sauf se positionner dans un certain nombre d'interrogations. Vous savez, quand on regarde par exemple l'Allemagne, la chancelière ou celui qui est chancelier ne fait pas face à ce problème de limitation de mandat. La limitation de mandat pose problème quand cela est inscrit dans la Constitution. Et là où on peut se plaindre quand même, c'est de savoir que ces dirigeants aujourd'hui qui très souvent modifient la Constitution, pas qu'une modification de Constitution soit mauvaise en soi, mais qui donnent l'impression qu'il n'y a que ces volets-là qui justifient fondamentalement la modification, même si on habille avec d'autres éléments. C'est quand même embêtant de savoir que ce sont ces mêmes leaders qui ont fixé cette limitation alors qu'ils avaient la possibilité de ne pas la faire exister dans les constitutions. Donc il me semble que tous ces conseillers et toutes ces personnes qui participent à la réflexion pour ceux qui sont au pouvoir, ils doivent penser dans le global avec une vision et non pas chercher très souvent à satisfaire soit la communauté internationale, soit à vouloir juguler certaines tensions sociales pour une période, alors que rien n'oblige à mettre fondamentalement des limitations dans les constitutions. Ça pourrait se gérer et éviter toutefois des patrouillages autour des constitutions parce qu'on veut lever un verrou qu'on s'est imposé soi-même. Alors il me semble que c'est à ce niveau que le véritable problème se pose. Faire des constitutions peut-être originales, mais ne pas s'imposer des choses sur lesquelles on sait que dans 2 mandats, on reviendra parce qu'on n'y pense pas vraiment. Mais alors on a comme impression, quand même à regarder tout autour de nous, que l'on s'achemine inexorablement vers la présidence à vie en Afrique. Nous avons quand même, à titre d'exemple, le Zimbabwe avec Robert Mugabe, 90 ans, président de la République, et d'ailleurs adoubé à l'Union africaine, où il est président de l'exercice. Alors, un président à 90 ans qui s'est trompé en lisant le même discours au Parlement sans s'en rendre compte, va-t-on continuer à accepter cela, Patrick Christian d'abord? Au-delà de la problématique de la longévité au pouvoir, il y a aussi que le bon sens doit quand même pouvoir permettre aux dirigeants, aux leaders, de sentir les choses. On n'est forcément pas un bâtisseur ou alors une personnalité emblématique et historique de son pays parce qu'on est soi-même au pouvoir. On a vu dans d'autres circonstances des présidents qui se sont retirés, mais qui ont si bien formé, n'est-ce pas, des dauphins ou alors des formations politiques avec des programmes, des visions, et que ce soit l'esprit de leur engrenage qui reste au pouvoir. Alors, ce qui est embêtant, c'est de savoir qu'on personnalise la conception de la vision politique et même de la vision du développement de nos pays. On les personnalise à des personnalités et finalement, on a l'impression qu'on veut créer comme une espèce de vide et de chaos si ces personnalités ne sont pas là. Donc, c'est ça le véritable problème. Si aujourd'hui, vous, M. Nouadjeu, vous avez la responsabilité de nous fabriquer ces belles bouteilles d'eau et que vous pensez qu'une bouteille d'eau ne puisse pas être produite si vous n'êtes pas là, finalement, vous allez faire mourir le projet avec votre mort à vous. Et quoi qu'on dise, même si vous faites 99 ans au pouvoir, la loi de la nature est là. Vous allez finir par partir un jour. Mais est-ce que le pays va arrêter d'exister parce que vous serez parti? C'est cette histoire, c'est cette personnalisation, n'est-ce pas, de la conception même de la vie de nos nations et de nos pays qui fait problème. Il est question ici de mettre des structures, des institutions viables. Et si vous voulez que votre esprit persiste, vous formez des gens, vous formez des entités et vous laissez que d'autres personnes puissent prendre le relais. Alors, Elie Smith, c'est qui vous dit tout simplement qu'il n'y aura plus de constitution. Bon, le chef d'État est là, élu, et il quittera le pouvoir lorsqu'il sera mort. Oui, c'est malheureux, mais ça s'appelle aussi au sens du sacrifice des Africains de ce pays-là. Par exemple, les pays concernés aujourd'hui, c'est le Rwanda, la République démocratique du Congo, il y a un peu de doute, c'est le Congo-Brazzaville. Il faudra que dans ce pays-là, il y a des journalistes, la société civile, des gens capables de se sacrifier, avoir l'esprit de sacrifice et dire non à ce genre d'esprit. Parce que comme il a dit, quand vous restez longuement au pouvoir, il y a aussi la routine, il y a des choses que vous ne pouvez plus savoir. Donc voilà un peu ce que je pense. Ça va changer. C'est sûr qu'il y a une certaine vague qui est en train d'arriver. Ça a toujours arrivé comme ça. C'est un peu de phénomène de mode, mais ça va changer si on a des gens qui ont encore l'esprit de sacrifice, comme Thomas Sankara, qui accepte de mourir pour qu'on respecte la Constitution. Bon,
Donc, le cas du Rwanda, c'est un peu difficile parce qu'il a tous les clés à main. Il va te tuer, il va mettre tout le monde en prison. Parce que tout le monde qui a levé la tête au Rwanda est en prison parce qu'on va te dire qu'il y a ce qu'on appelle la négation du génocide. Donc, c'est un peu un chantage que Paul Kagame fait. Au Rwanda, il y a d'autres gens. Au Congo-Brazzaville, c'est quand même malheureux parce qu'il y a des gens qui ont fait... Si vous arrivez aujourd'hui à Brazzaville, vous voyez comment le président Denis Sassou Nguesso a changé ce pays en termes d'infrastructure et que lui-même, par son entêtement, il va être humilié. C'est quand même quelque chose, ces chefs d'État n'ont pas de bons conseillers autour d'eux. Il faudra aussi qu'ils aient des gens qui sont honnêtes. Un conseil, c'est quelqu'un qui est honnête, qui dit « Moi, Dieu, vous coordonnez Canal 2, Info, mais ce que vous avez fait là n'est pas bon. » Et lui, peut-être, il va se fâcher, mais après, il va te dire ce que M. Smith avait dit est vrai et il va changer. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de bons conseillers autour des chefs d'État. On a seulement des gens qui sont des prébandiers, qui veulent avoir... manger et détourner autant que possible. Exactement. Alors, je voudrais qu'on reparle quand même des États-Unis qui ont donc décidé d'apporter un appui conséquent au Cameroun pour mener cette lutte contre Boko Haram, la secte islamiste et radicale que certains observateurs nous font savoir que Boko Haram a fait allégeance avec l'État islamique et se retrouve du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même 300 soldats américains qui arrivent au Cameroun, donc 90 sont déjà là. Alors Patrick Christian Debord, c'est quand même une satisfaction psychologique déjà de savoir qu'on peut repousser déjà Boko Haram dans ses derrière retranchements, ne serait-ce qu'à travers le renseignement. Ben écoutez, avant de plaider totalement pour une satisfaction psychologique, en attendant de voir, n'est-ce pas, tout au moins les premiers résultats de cette collaboration, qui, si on s'en tient à un certain nombre d'informations des sources qui souhaitent rester dans l'anonymat, avait déjà commencé. Peut-être que cela est rendu public aujourd'hui. Le président Barack Obama a adressé un courrier, n'est-ce pas, au Congrès pour le signifier, comme la loi le lui impose de ce côté-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, rien n'est superflu ou de trop dans cette démarche qu'on a, dans cette lutte qu'on a contre cette nébuleuse qui sème quand même beaucoup de drames sur la frontière extrême nord de notre pays. Donc, l'arrivée de ces 90 premiers militaires américains, un contingent de 300, vous l'avez dit, est un plus pour le Cameroun. On nous a dit que l'opération Barkhane française, située dans l'extrême nord du pays, participait déjà à la disponibilité de ce renseignement. Quelques-uns ont décrié cette présence. Est-ce que la touche américaine va apporter quelque chose en plus? Il faut préciser que les missions de ce contingent américain sont claires. Il s'agit de pouvoir faire de la surveillance aérienne, peut-être l'utilisation des drones, Dieu seul sait combien on en a besoin, mais aussi, après la fourniture de ce renseignement, de former quelques militaires camerounais, notamment sur les situations de déminage. Alors, mais on va rester un peu questionnable et sceptique sur un ou deux éléments. Quand on voit la mutation aujourd'hui de Boko Haram, où la guerre finalement se transforme totalement de façon asymétrique, comment est-ce que ce renseignement et cette surveillance aérienne va être tout à fait bénéfique? On laisse les spécialistes des questions militaires plancher sur ce fait-là, mais une chose est certaine, c'est que ce renseignement vient en plus et le Cameroun n'en demandait pas moins. Et maintenant, à côté, il va falloir adapter ces dispositifs-là, qui sont beaucoup plus utiles parfois dans le conventionnel, à la guerre et à la mutation que Boko Haram impose aujourd'hui, pour voir comment ça va se passer dans la coordination avec l'armée camerounaise, avec la force sous-régionale, et peut-être une autre coïncidence qu'il faut aussi prendre avec beaucoup de sérieux, la signature de l'accord siège de la force africaine en attente, qu'on sait soutenue et formée par les États-Unis, vient quand même justifier aussi le débarquement de cette force américaine, parce qu'elle va forcément travailler en étroite collaboration avec cette force africaine en attente. Alors, Elie Smith, il y a quand même que la France aussi était parmi les personnes qui souhaitaient apporter de l'aide au Cameroun à travers le renseignement. Mais on se rend quand même compte que c'est à la demande du gouvernement camerounais que les Américains sont là. Où est donc passée la France dans cette stratégie militaire? Non, Louis Roger, je pense que vous reflétez un peu une vision populaire camerounaise qui est viscéralement francophobe contre la France. Non, la France aide le Cameroun depuis dans le renseignement. Ça, c'est vrai. Sans l'apport de la France, Boko Haram devait déjà être à Douala, à Yaoundé, s'aimer les terreurs. Je vous le dis.
Ça, vous pouvez demander à qui ils sont informés, on vous dit. La France aide. Mais la différence avec les États-Unis, c'est qu'ils veulent mettre les gens sur le terrain et nous former. Je crois hier ou depuis le 12, on en parle. La mutation de Boko Haram dans la hiérarchie, avec 2 personnes qu'on a donné les noms ici, Khaled Barnaoui et Mahamat Noor, fait que les Américains ont peur. Parce qu'on a vu la manière simultanée qu'ils mettent les bombes au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Et la peur, c'est la descente en bas dans le golfe de Guinée. Parce qu'il y a déjà le même contingent au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, mais peut-être pas en 300 hommes. Mais voilà un peu, donc c'est la mutation de Boko Haram qui force les États-Unis à mettre les gens sur le terrain. Mais les États-Unis, on les a déjà vus aussi en République centrafricaine pour chercher M. Joseph Kony. Et ils n'ont jamais trouvé Joseph Kony. Donc, je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais on accepte toujours tout ce qui arrive. Mais un autre jour, je pense qu'on peut prendre le temps pour un peu analyser. Mais je trouve que c'est déjà une bonne chose. Mais ça appelle aussi à nous d'être responsables. Pour moi, quand ça vient, c'est un aveu d'échec de chez nous. Ça montre que nous sommes irresponsables. Parce qu'il y a 2 peuples au monde. Les Africains et les Arabes, c'est tous les gens qu'ils aiment toujours que les autres gens viennent les aider. Mais vous ne fabriquez pas de saucissons et vous ne voulez pas en consommer? Je comprends qu'on ne fabrique pas les saucissons, mais ça fait 50 ans. Le renseignement... mais il faut quand même connaître la technologie. Nous n'arrivons pas d'ailleurs à monter des petites motos. Je comprends que c'est un problème psychologique. En termes de psychologie, ça booste le moral des Camerounais d'entendre que la plus grande militaire du monde, la plus grande puissance économique et militaire au monde, les gens parlent de la Russie, mais il n'y a pas match entre les États-Unis et la Russie. Je comprends que psychologiquement c'est bon, mais c'est aussi un aveu d'échec de chez nous et on doit le reconnaître. Merci. On ouvre dans une poignée de secondes la page spéciale consacrée à la présidentielle. Et après, pour clôturer, ça sera la 2e page économique de cette matinale avec Jean-Christian Akam. Retour sur le plateau de la matière d'information sur précisément l'antenne pour parler de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle ivoirienne. C'est prévu pour le 25 octobre. Mais déjà, des candidats se déclarent avec leur projet de société. Et c'est le cas, évidemment, de Charles Konan Banny, qui a décidé de rester dans la course en dépit des irrégularités parce qu'il fait savoir que c'est quand on est dans le jeu qu'on peut, n'est-ce pas, mieux appréhender les règles du jeu et pourquoi pas les changer. Alors, Charles Konan Banny qui dit quand même qu'il voudrait changer la Côte d'Ivoire. Changer comment, Patrick Issa, d'abord? Écoutez, un mot différent aurait été très inquiétant de la part de Charles Konan Banny. Actuellement, il est le porte-flambeau, n'est-ce pas, de la coalition nationale pour le changement, elle-même qui a quand même volé dans une certaine mesure, pas totalement en éclats, mais qui a perdu quand même des maillons forts, oui, qui finalement ont décidé de jeter l'éponge. On va parler de Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On va parler bien évidemment de Adamara ici, l'ancien secrétaire général de l'OUA, finalement devenu Union africaine. Donc, c'est des personnalités qui ont fait défection, qui justement justifient cette défection par les conditions qu'ils jugent non équitables, n'est-ce pas, et peu crédibles autour de l'organisation de cette élection attendue pour le 25 octobre prochain. Alors, Konan Banny reste et tient bon et dit qu'il faut être à l'intérieur, il faut être sur le stade pour démontrer que les règles du jeu ne sont pas bonnes. On peut lui accorder, n'est-ce pas, cette vision-là, cette logique-là, quand on sait souvent que la politique de la chaise vide a parfois causé beaucoup de dégâts à quelques-uns. Mais autant on en parlait pour la Guinée-Conakry. Patrick, je voudrais qu'on revienne sur son projet. Oui. Qu'est-ce qu'il dit en deux on y vient. Autant on en parlait pour la Guinée-Conakry qu'on peut en parler pour la Côte d'Ivoire à travers justement le projet de Konan Banny. Parce que vous ne pouvez pas présenter votre projet où il parle de solidarité, il parle de justice, il parle de l'amour du travail, il parle de la sécurité. Il me semble que ça, c'est des termes qui doivent revenir dans le discours de tous les candidats qui se veulent sérieux. Un terme générique. Voilà. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi donc valider une élection alors que vous décriez le processus pour peut-être se retrouver dans les mêmes conditions aujourd'hui que la Guinée-Conakry, c'est-à-dire revendiquer après le résultat, ne pas le reconnaître et
peut-être envoyer des Ivoiriens dans la rue pour l'embrasement. Est-ce qu'il n'aurait pas été profitable et bénéfique de refuser d'aller dans ce processus depuis l'amont? Voilà la question centrale qui se pose. Alors, la Côte d'Ivoire avec Charles Colambani qui décide quand même en quelques secondes. Elie Smith, il parle de paix et réconciliation. Pour vous, c'est approprié pour des gens qui ne voudraient pas que les élections se tiennent, mais quand même qu'un candidat qui parle de paix et de réconciliation? Moi, je crois que c'est approprié. La Côte d'Ivoire, il faut la stabilité, il faut la paix. Et puis, ça serait le contraire. Et il est responsable. Si vous êtes dans un jeu politique, continuez jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas, vous arrêtez. Merci, Elie Smith, pour cette information. Alors, on revient avec vous, Patrick Christian Devois, pour parler du Burkina Faso avec ces élections qui sont quand même enfin arrêtées pour le 29 novembre. Le Conseil des ministres a entériné cette date. Oui, après la concertation qui a eu lieu, n'est-ce pas, avant-hier, on l'attendait hier. C'est par un décret finalement que le Conseil des ministres a entériné cette date. Ce sera donc, le rendez-vous sera pour le 29 octobre prochain, élection présidentielle et législative. Donc dans ce contexte-là, on peut simplement se dire que le processus va reprendre droit de cité. En attendant, on est toujours interrogatif sur le sort d'un certain nombre de personnalités liées à ce putsch manqué, mais il faut dire que les 14 candidats qui avaient été précédemment retenus seront là. On imagine bien que de l'opposition... Aux grandes dames de... Oui, on s'imagine bien que l'opposition et les revendications d'inclusion qui semblent n'avoir pas été prises en compte vont certainement continuer, dans une partie peut-être de faire jaser, mais le rendez-vous est pris pour le 29 avec les 14 candidats et Marc Christian Kaboré qui fait office de favori. Donc finalement, le corps électoral sera donc convoqué pour le 29 et la campagne va s'ébranler. Et le Burkina Faso, on l'espère, va retrouver un peu plus de sérénité. Voilà, le retour à l'autorité constitutionnelle. Merci Patrick Christian Devois, très bonne journée. Et nous allons parler dans quelques instants d'accords de partenariat économique entre les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne. C'est avec Jean-Christian Ka. Bonjour. Bonjour Roger. Alors ça me fait plaisir de vous avoir ce matin pour parler d'économie et surtout de ces accords de partenariat économique entre les pays ACP et l'Union européenne. Pourquoi parler de ces accords aujourd'hui? Il faut dire que c'est un sujet très important parce que c'est au mois d'août prochain que cet ensemble de pays africains, des Caraïbes et du Pacifique vont enfin signer de manière vraiment irréductible ces accords de partenariat qui ont été négociés depuis plusieurs années avec l'Union européenne. Lorsque vous regardez les débats au niveau de la scène politique, au niveau des organisations de la société civile, on a comme l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qui va arriver. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très grave, de très fondamental qui va se passer et qui va bouleverser, n'est-ce pas, le climat ou le tissu socio-économique de l'ensemble de ces pays. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était important qu'on essaie de porter cette voix, ce problème, parce que les leaders politiques, au niveau des assemblées, au niveau de tout ce qui peut porter, qui sont leaders d'opinion, on n'a pas le sentiment que le sujet est vraiment débattu de telle manière que le peuple sache à peu près ce qui va se passer. On a l'impression que nous serons une fois de plus surpris, comme on a été surpris par la dévaluation du franc CFA, comme on a été surpris par la crise économique, et ainsi de suite. Alors, que pourrait-il advenir pour un pays comme le Cameroun s'il arrivait, n'est-ce pas, que cet accord de partenariat économique puisse être signé? Alors, si en l'état actuel des négociations, encore que quand je dis négociations, c'est entre guillemets, si les signatures se passent à l'heure actuelle, et le Cameroun est déjà très avancé là-dessus, et nous pensons que nous ne ferons plus marche arrière, ce n'est plus le moment. Voilà à peu près ce qui va se passer. On aura d'abord une grave chute des pertes des recettes douanières. Les experts parlent de 70% de chute des recettes douanières, ce qui va chercher autour de 1300 milliards aux environs de 2023 et autour de 2470 milliards de pertes vers les années 2030. Et il faut dire que durant la même période,
le Cameroun aura besoin de 2500 milliards pour remettre à niveau son tissu économique afin que celui-ci espère devenir compétitif vis-à-vis, n'est-ce pas, du marché européen qu'il voudrait conquérir. Ça, c'est la première chose très importante. La deuxième, c'est que cette entrée fracassante des pays africains et du Cameroun dans un marché qui ne maîtrise pas, parce que nous avons des petites entreprises, nous avons des sociétés qui ne fonctionnent pas dans le respect des normes et de la certification, cela va nécessairement induire la déstructuration de notre tissu économique et il n'est pas, n'est-ce pas, surprenant qu'on puisse espérer, n'est-ce pas, voir plusieurs entreprises, n'est-ce pas, fermer tout simplement parce que incapables de faire face à cette concurrence de niveau très élevé. Il faut dire également que beaucoup de notre main-d'œuvre, parce que lorsque vous ne pouvez pas travailler chez vous, c'est un espace qui voudrait qu'on puisse aller et venir. Il n'en sera rien. Vous savez très bien que lorsque, dans le cadre, par exemple, du pipeline Tchad-Cameroun qui a été fait, les gens ont été obligés d'aller chercher les soudeurs en Malaisie. On est allé chercher de la main-d'œuvre ailleurs parce que nous avons un personnel qui est peut-être qualifié, mais il est qualifié pour nous. Mais il n'est pas qualifié lorsqu'on rentre dans le monde globalisé. Il y a ce problème de l'escalade des tensions sociales. Il ne faut pas négliger cet aspect. Il ne faut pas l'édulcorer. Il peut arriver que nous puissions arriver à parvenir à des tensions sociales pour la simple raison que lorsque les difficultés économiques vont amener plusieurs entreprises soit à fermer, soit à faire la diminution du nombre de personnel, et ainsi de suite, pour essayer de se remettre en orbite, cela pourrait entraîner, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes. Maintenant, je vais regarder, vous savez, l'agriculture occupe pratiquement 60% de notre main-d'œuvre nationale et c'est une activité pratiquement qui engage tout le monde, même si quelquefois on est en ville. Alors, imaginez l'agriculture européenne qui s'est faite de manière hautement mécanisée, qui est subventionnée, hautement subventionnée, qui va maintenant faire la compétition sur un même marché avec l'agriculture paysanne qui est la nôtre, qui est avec des pelles, que nous travaillons encore avec des pelles et des houes, n'est-ce pas, avec des moyens rudimentaires. Il faut craindre que le tissu agricole soit, n'est-ce pas, tout simplement abandonné. Voilà. Et là, forcément, on va assister à l'exode rural. Donc voilà, en quelque sorte, les éléments qui peuvent, n'est-ce pas, nous tomber dessus si nous arrivons à signer cet accord en l'état actuel des choses. Cet accord de partenariat avec lui. Alors on va aller au pas de course compte tenu du temps qui nous tient à la gorge. Alors y a-t-il des points de frottement, d'incompréhension entre les deux parties, les ACP et l'Union européenne? Alors lorsqu'on a parlé de négociations, ça veut dire que forcément, il y a, chacun veut tirer la couverture de son côté, même s'il s'agit d'une initiative prise par l'Union européenne qui a délégué un certain nombre de membres de la Commission pour mener ces réflexions-là, ces négociations, entre guillemets, encore une fois de plus, avec les pays ACP. Donc la menace ici, c'est au niveau de l'intégration sous-régionale. Vous savez que lorsque, par exemple, le Cameroun traite avec la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, et ainsi de suite, dans le cadre des accords des ACAS, et ainsi de suite, l'Union européenne ne va pas tenir compte de ces particularités qui font que nous puissions, n'est-ce pas, compétir entre nous et faire des échanges. Les produits européens, s'ils sont admis au Cameroun, il n'aura pas possibilité de les empêcher de se retrouver en Guinée équatoriale, par exemple, ou au Tchad. Ce qui fait que le tissu économique qui était à peu près formalisé ou formaté pour satisfaire aux besoins de la sous-région, ce tissu, n'est-ce pas, va se déstructurer. Il y a également un problème fondamental, c'est la persistance des divergences sur la libéralisation des échanges. Quel est le taux de libéralisation? Parce qu'il est question de se dire, voilà ce qu'on peut libéraliser. Alors pour l'Afrique, l'Afrique propose 73% sur 20 ans, l'Afrique centrale notamment. Mais l'Union européenne dit non, moi je veux 80% sur 15 ans. Donc ce sont des négociations qui achoppent à ce niveau. Les négociations achoppent également dans le domaine de la monnaie, parce que c'est des négociations qui ne tiennent pas compte du fait que nous, on utilise le franc CFA et il faut asseoir une certaine parité entre le franc CFA
et l'euro. Et vous savez très bien que là, quand on parle de la question monétaire, il y a nécessairement des dissensions. Alors la dernière chose qu'on va évoquer pour ne pas monopoliser, c'est qu'il y a une absence totale de mise à niveau des entreprises. Aucun cas n'est fait donc de cela, ni des processus, n'est-ce pas, d'intégration pour que le développement soit inclusif au niveau de notre marché sous-régional. Voilà, merci Jacques-Christian, parce que là, pratiquement le temps nous tient à gauche. Merci d'être venu et d'avoir quand même exposé ces quelques points qui nous permettent aujourd'hui de comprendre, de cerner la problématique de cet accord de partenariat économique entre les pays ACP et l'Union européenne. On espère vous avoir, vous prenez rendez-vous pour mardi. Mardi prochain, oui. Mardi prochain, pour une autre actualité économique. Merci. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, la chaîne bleue. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent.